Monsieur le ministre de l'Enseignement technique et professionnel et chers collègues, messieurs les directeurs de cabinet, mesdames et messieurs les journalistes et chers représentants des médias, vous tous habitués de notre rendez-vous devenu un rendez-vous couru, un rendez-vous souhaité, un rendez-vous attendu, dit de la quinzaine du gouvernement. Avant toute chose, je voudrais remercier mon collègue, le ministre Ghislain Thierry Maguessa-Ebomé, qui va participer avec nous à cette nouvelle formule de la quinzaine inaugurée il y a quelques semaines avec le ministre Juste Désiré Mondélé. Nouvelle formule qui, je crois, a rencontré la satisfaction à la fois des professionnels que vous êtes, puisque vous attendiez ce type d'échange, et je crois pouvoir le dire, des populations elles-mêmes. Cette nouvelle ère permet un panorama complet de l'activité multiforme du gouvernement qui, par la force des choses, fait souvent une grande partie de l'actualité nationale. En cette occasion particulière, saluons la présence du ministre Ghislain Thierry Maguessa-Ebomé, que nous avons l'honneur de recevoir ce jour. Sa présence ici n'est pas un hasard. En effet, conformément au calendrier scolaire de notre pays, nous sommes déjà dans la période des examens de fin d'année dont le déroulement est imminent. Ce moment important pour nos jeunes, nos enfants et pour les parents que nous sommes suscite parfois des interrogations de la part des candidats, mais également des équipes pédagogiques et d'encadrement, et parfois le stress des parents et de tous ceux qui encadrent nos jeunes enfants. L'importante couverture médiatique de cet événement de la vie nationale, à savoir les examens d'État, prouve son importance dans l'évolution de nos sociétés qui place l'avenir de nos jeunes et leur meilleure éducation possible au centre des préoccupations. Dans cet augure, le ministre est là pour répondre à toutes les interrogations liées à la campagne des examens techniques et professionnels qui va démarrer. Et je peux même ajouter, en tant que membre du gouvernement, il a également la liberté, si tel est son souhait, à l'occasion d'une interrogation de votre part, de sortir de son domaine de compétences ministérielles pour aborder d'autres sujets de la vie nationale qui pourraient faire l'objet de vos interrogations. Monsieur le ministre, chers collègues, mesdames et messieurs, qu'en est-il entre-temps des quelques fragments de l'actualité nationale récente? Cette actualité a d'abord été marquée par la visite officielle à Paris en France du 22 au 25 mai 2025 de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Au cours de cette visite, le président de la République a eu des entretiens avec nombre de personnalités de la vie publique française, à commencer par son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, mais l'on peut également citer M. Gérard Larcher, président du Sénat de ce pays. La moisson de cette visite a été abondante. Nous pourrons revenir, si tel est votre désir, sur ces détails. Cette moisson abondante a permis ou a vu la signature de plusieurs accords touchant divers domaines d'activité dans notre pays. On peut évoquer la protection et la préservation de l'environnement, la modernisation du réseau de distribution de l'électricité, ainsi que la mobilité à Brazzaville, avec pour point culminant le prolongement attendu de la rocade dite par tous nos compatriotes la corniche de Brazzaville. Mesdames et messieurs, l'actualité de notre pays, c'est également la tenue du Business Forum Italie-Congo organisé du 26 au 27 mai par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, événement placé sous le patronage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'est agi, à cette occasion, d'un espace ouvert d'échange avec les entrepreneurs venus d'Italie pour favoriser toutes les opportunités d'affaires
entre les acteurs économiques et entrepreneurs des deux pays. L'actualité nationale, c'est également la participation de notre pays aux assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, BAD en sigle, assemblée tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire du 26 au 30 mai 2025. La délégation du Congo à cette occasion était conduite par 2 membres du gouvernement, le ministre des Finances, Christian Yoka, et le ministre de l'Économie et du Plan, le ministre Ludovic Ngatse. Notre délégation a d'ailleurs pris part à cette occasion à l'élection du nouveau président du groupe de la BAD, le dénommé M. Sidi Ouldeta, de nationalité mauritanienne, un grand économiste et financier dont l'élection s'est révélée être un moment brillant et un moment optimum dans la vie de cette institution qu'est la BAD. À cette occasion, il faut noter également une satisfaction plus nationale. Notre pays a été porté à la présidence du Conseil des gouverneurs et, à ce titre, organisera courant mai 2026 les prochaines assemblées générales de la BAD. Il faut noter, pour que nos compatriotes touchent du doigt l'importance de cette coopération agissante avec la Banque africaine de développement, que cette institution finance, appuie et accompagne concrètement notre pays en y aidant à la réalisation de nombreux projets. À ce jour, la BAD participe, par exemple, aux travaux d'approche qui vont nous permettre, nous l'espérons dans un délai assez bref, les travaux d'approche pour la réalisation d'un grand projet intégrateur africain, à savoir le pont route-rail entre les villes de Kinshasa et de Brazzaville. Autre fait d'actualité, la tenue à Brazzaville sous l'égide du gouvernement et notamment du ministère de l'économie forestière du premier congrès mondial des peuples autochtones et des communautés locales des bassins forestiers, avec pour objectif notable le renforcement de l'autonomie économique des peuples autochtones et singulièrement des femmes issues des peuples autochtones. Autre point d'actualité, le ministère des Affaires sociales a organisé 2 activités qui impactent positivement le quotidien de nos populations. La première activité est le lancement de la formation et de l'apprentissage d'un métier en faveur de 1000 jeunes vulnérables qui, pour cette initiative, va commencer par les jeunes de l'arrondissement de Bakongo. La seconde activité du ministère des Affaires sociales a été le paiement à certaines tranches de ménages et de population des transferts monétaires, et donc pour les ménages les plus vulnérables, dans le cadre du programme national dit des filets sociaux. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les journalistes, pour finir, saluons la ministre de la promotion de la femme, Madame Vombo Yalo Ingani, qui, au nom du gouvernement, a pris part aux cérémonies d'hommage à notre jeune compatriote Glenn Ganswa, décédé dans des circonstances tragiques des suites d'un accident de la circulation dans la ville de Tours, en France. À cette occasion, il convient de relever que le gouvernement, autant que faire se peut, à travers ses instruments diplomatiques, n'hésite pas à voler au secours de nos compatriotes dans la détresse, dans leur pays d'accueil respectif. Monsieur le ministre, chers collègues, mesdames et messieurs, ceci était un condensé de l'actualité nationale de ces derniers jours, mais avant de faire circuler la parole et de vous remercier pour votre attention vigilante, j'aimerais ensemble que nous rendions hommage d'abord à ce pénible souvenir historique qu'est la date funeste du 5 juin 1997, que nous puissions, en mémoire de nos compatriotes tombés à partir de ce jour-là et pour les mois suivants, avoir un moment de recueillement. C'est notre première minute de silence que nous allons coupler avec une seconde minute de silence, puisque nous venons d'apprendre ce matin le décès de l'ancien ministre d'État, M. Martin Berry, grand homme d'État, un des acteurs politiques principaux, notamment à l'aube de nos indépendances, c'est-à-dire dans les années 60-65 et au-delà. Donc je vous demande, si vous le permettez, de vous lever pour une minute de silence symbolique pour ces 2 événements.
Merci à vous. Je suis Vivas Mambwana, correspondant de France 24 au Congo. Les États-Unis viennent d'interdire aux ressortissants de 12 pays dont le Congo l'entrée sur leur territoire en invoquant un risque de terrorisme. Mes questions sont les suivantes. Pourquoi le Congo figure sur cette liste noire des pays considérés à risque pour la sécurité des États-Unis? Et le gouvernement congolais se reconnaît-il dans ce portrait d'un pays supposé lié au terrorisme? Et quelle est la position du Congo face à cette mesure américaine? Tout membre du gouvernement que nous sommes, nous nous sommes, comme vous, levés avec cette nouvelle relayée par des médias internationaux et par les réseaux sociaux. 2 ou 3 heures après la survenance de cet événement, ou en tout cas sa diffusion, il me paraît difficile que l'on puisse faire autre chose que de déterminer quelques hypothèses. La première chose, mesdames et messieurs, c'est que nous marquons une certaine surprise. Nous avons suivi effectivement la publication de ces décisions. Nous avons cru comprendre qu'elles étaient consécutives à la survenance d'un attentat terroriste aux États-Unis d'Amérique, attentat dont nous déplorons bien entendu et la survenance ainsi que ses conséquences humaines. Je ne crois pas, nous ne croyons pas que le ressortissant ou les auteurs présumés de cet attentat soient d'origine congolaise. Il nous semble que non. Dans l'hypothèse où il s'agirait de notre pays, il est entendu que cette décision pour nous, en attendant que les services compétents au niveau diplomatique nous expliquent le type de démarche qu'ils vont faire vers les autorités américaines, nous pensons qu'il s'agit d'un malentendu, évidemment. Le Congo n'est ni un pays terroriste, n'abrite aucun terroriste, n'est pas connu pour avoir une vocation terroriste, donc nous pensons que c'est un malentendu et je crois que dans les prochaines heures, les services diplomatiques compétents du gouvernement se mettront en relation avec les autorités américaines, ici l'ambassadeur et probablement avec les autorités américaines aux États-Unis, pour lever ce malentendu. Je suis Gabrielle Mabiala, Tcheleka Média. J'ai 2 questions, je vais les lire. La première question s'adresse au ministre de l'Enseignement technique et professionnel. Monsieur le ministre, quelle est la situation actuelle du centre de formation de l'Oudima, l'ex-Swampo? Les élèves des classes intermédiaires n'ont pas totalement passé leur composition de fin d'année et beaucoup sont déjà rentrés à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Quant aux enseignants, ils ne sont plus régulièrement payés depuis plusieurs années. Alors, le gouvernement est-il dans l'incapacité de faire fonctionner ce centre et quel est son avenir? Et ma deuxième question s'adresse au ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, depuis quelque temps, on observe une multiplication des déplacements à l'étranger des membres du gouvernement. Il y a quelques semaines, près d'une vingtaine de ministres étaient à l'étranger. Pourtant, le Premier ministre, Anatole Koliné-Makuso, avait pris une note pour restreindre ses sorties dans la continuité de son prédécesseur, Clément Mwamba, paix à son âme, qui avait fait de même à cause de la situation économique du pays. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui tous ces déplacements et quelles sont les retombées concrètes sur la situation socio-économique du Congo? Je voudrais, en prenant la parole, pour répondre à la question de Madame Gabrielle Mabiala de Tcheleka TV, remercier d'abord le ministre de la Communication et des Médias qui a bien voulu m'associer à cet exercice, ce bel exercice, cette occasion d'échanger avec les populations congolaises par le canal des journalistes que vous êtes. Grand merci encore une fois de plus et grand merci aux journalistes qui sont dans cette salle et qui nous poseront les questions effectivement en suivant Madame Gabrielle Mabiala qui nous pose la première question sur la situation actuelle, non du centre de l'Oudima, mais de l'Institut de formation technique et professionnelle de l'Oudima et installé au village Kitaka. Cet institut a ouvert il y a presque une dizaine d'années.
Il fonctionne normalement, suivant les prescrits pédagogiques des filières de formation dans cet institut. Il est arrivé que les difficultés financières que connaissent le pays, et ce n'est pas seulement à l'Institut de formation professionnelle et technique de l'Oudjima, que nos fonctionnaires, les enseignants à l'Oudjima n'aient pas de salaire. Certains sont à 39 mois, d'autres 22 mois, 12 mois, 8 mois, selon les catégories. Et le gouvernement fait l'effort chaque jour pour payer les salaires des agents affectés à l'Institut de formation technique et professionnelle de l'Oudjima. 39 mois, c'est l'accumulation des arriérés de salaire depuis 10 ans. L'avenir de l'Institut, il est rassuré. Cet institut est né de la volonté des chefs d'État congolais et namibiens dans le cadre de la coopération entre les deux pays. À ce titre, et parce que c'est le fruit de la coopération, il est un institut inter-État. Depuis quelques années, je vais compter 5 ans, les Namibiens ne sont plus à l'institut parce qu'ils ont posé quelques problèmes liés au cahier de charges signé entre les deux gouvernements. Le gouvernement a fait l'effort d'améliorer les conditions d'hébergement des apprenants et des enseignants. Le gouvernement a fait l'effort d'ouvrir la route entre l'Oudjima et Kitaka. Une mission namibienne est venue à Kitaka, conduite par la ministre de l'Éducation nationale de la Namibie il y a 1 an. Ils ont affiché la ferme volonté de revenir à l'Oudjima. Pendant qu'ils s'apprêtaient à venir, la République de la Namibie perdait son président, ce qui a changé la donne au niveau gouvernemental, et nous sommes rassurés que nos frères et sœurs namibiens reviendront, que l'Institut retrouvera son caractère binational ou international, puisqu'il s'agit d'un institut inter-État. On peut se rassurer que l'avenir est garanti. Maintenant, pour les examens, j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux un texte qui ne rend pas compte de la réalité de cet institut. Les examens pour les classes intermédiaires ont eu lieu. Quelques enseignants ont pensé qu'ils ne pouvaient pas évaluer les apprenants parce qu'ils n'avaient pas de salaire, ce qui ouvre à une forme de désordre, puisqu'ils n'ont jamais signalé être en grève. Nous avons pris la mesure, et elle est claire, et elle est pédagogique, pour les matières non évaluées, d'affecter à ces élèves pour le 3e trimestre une note pédagogique. Ça se passe partout et c'est légal et réglementaire. On ne peut pas céder au chantage de quelques enseignants qui ont travaillé toute l'année, qui ont enseigné et qui refusent d'évaluer au motif qu'ils n'ont pas de salaire. Depuis que je suis membre du gouvernement, depuis que le ministre Maguessa l'est aussi, il y a un volant imprescriptible ou incompressible d'absence tolérée, parce qu'on ne se met ni en mission ni en déplacement privé par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une autorité de régulation, et même il y a une double autorité de régulation, le Premier ministre au niveau du gouvernement et au-dessus le président de la République. Je crois que ces deux autorités de régulation, si elles s'apercevaient qu'au même moment, il y a 20 ministres qui voudraient, pour des raisons étatiques ou privées, s'absenter, eh bien diraient « Oh là, non, non, on ne va pas faire ça au même moment où nous allons déplumer le gouvernement et cela pourrait nuire à quelques réunions interministérielles ou le Conseil des ministres ou le Conseil de cabinet. » Donc cette information, madame, est inexacte. Je n'ose pas dire
parce que j'ai de la courtoisie pour vous, je n'ose pas dire qu'elle est fausse, mais je dis inexacte, pour employer un terme tamisé. Il n'y a jamais eu de mémoire de membres du gouvernement que je suis depuis quelques années, 20 membres du gouvernement absents au même moment. Le volant incompressible tourne en général autour de 5 à 6 ministres absents, pour des raisons étatiques ou privées. 5 ou 6 ministres en moyenne. Au-delà, ce n'est pas toléré par la hiérarchie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le ministre l'a dit, comment évaluer l'utilité d'un voyage? Permettez-moi de dire que l'utilité du voyage, d'un voyage, parce que comme l'a dit le ministre, ce n'est pas une interdiction, mais une restriction. C'est-à-dire, il faut donner des arguments suffisamment sérieux pour partir en mission. Quand c'est privé, on a des motifs privés, et personne ne viendra juger des motifs privés qui vous amènent à vous absenter et quitter le pays. Mais quand c'est une mission d'État, je peux vous assurer, Madame Mabiala, que d'abord il y a le thème, l'endroit où on va, le thème, et quelles sont les institutions ou les personnalités qui reçoivent le ministre demandeur de la mission. Et si c'est quelque chose qui paraît, dès le départ et de prime abord, pas très utile pour le pays, je peux vous garantir, là également d'expérience ministérielle, que ces missions tombent à l'eau, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas acceptées. Donc quand vous voyez un membre du gouvernement se déplacer, soit il est dans la délégation de la hiérarchie, président de la République et Premier ministre, soit le déplacement est autorisé pour des raisons impérieuses d'État, avec un résultat qui est évalué par l'autorité hiérarchique, puisque au retour de chaque mission, le ministre est tenu de faire part des conclusions et des résultats de la mission. J'ai suivi quelques débats houleux sur certains réseaux sociaux. J'ai suivi quelques débats houleux où on disait, ben voilà, ils partent, et qui va gérer les ministères? J'ai même entendu des élucubrations juridiques et administratives suite à la note du Premier ministre qui expliquait, ce qui est un acte tout à fait normal, naturel, qui se fait, encore une fois, vous parlez à des ministres qui sont là depuis plusieurs années. Ce genre de note de service n'a jamais posé de problème. Pourquoi subitement cela poserait-il un problème? C'est quoi la situation d'un État? L'État, c'est une continuité, c'est-à-dire que l'État, c'est une personne morale. Si le ministre Mungala est en mission, il y a bien quelqu'un qui doit assurer ses tâches administratives courantes, et membre du gouvernement assurant son intérim, eh bien, il se substitue. Parce que Mungala n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'on ferme le ministère de la Communication et qu'il n'y a plus personne pour répondre aux autres acteurs du secteur, ni aux administrations, ni au grand public. Il y a toujours un intérim. Ce qui relève de la décision du ministre est assuré par l'intérimaire. Il n'y a jamais d'absence ou de vide. C'est toujours comblé. C'est ce qu'on appelle l'État. L'État, personne morale, il a une continuité, y compris matérielle et physique. Deuxièmement, je vous dis que j'ai suivi des débats. Oui, le Premier ministre a choisi le ministre du Commerce, alors que, d'après le décret qui fixe l'ordre des intérims, c'était le ministre d'État Ayessa. Alors, je vous explique le fonctionnement. À chaque gouvernement, à chaque mise en place de gouvernement, et en tenant compte de la connexité d'un certain nombre de dossiers et du rang protocolaire, le président de la République prend un décret fixant les intérims. C'est-à-dire que quand ce décret est rendu public, chacun d'entre nous sait que s'il est absent, voilà le ministre qui va assurer son intérim. Mais comme la vie, y compris la vie gouvernementale, peut avoir des choses inattendues, il peut arriver que si moi je suis en déplacement, que mon intérimaire lui-même le soit aussi. Et à ce moment-là, le décret s'applique comment? Le décret des intérims. Le ministre d'État Ayessa, qui est l'intérimaire naturel du Premier ministre, s'il est absent, ce qui était le cas, eh bien on regarde dans l'ordre protocolaire le ministre d'État qui est juste sous lui. Et si lui est absent, on va regarder celui qui est en bas. Et on peut faire même ça jusqu'à la fin de la liste du gouvernement, puisqu'il faut trouver l'intérimaire, parce que l'État ne doit jamais manquer d'une incarnation pour chacune des fonctions et départements ministériels ou premiers ministériels. Donc c'est tout simple. Ça a été le ministre d'État Silou, parce que le ministre d'État Ayessa était absent. Alors j'ai entendu toutes sortes de choses, il a choisi, et d'ailleurs il s'est mis en mission.
On ne se met pas en mission par une note de service où on désigne son intérimaire. S'il a été mis en mission de Premier ministre, c'est qu'il a reçu un ordre de mission du Président de la République. Faut-il que là également, le Premier ministre sorte et mette sur les réseaux sociaux l'ordre de mission qui lui a été établi par le Président de la République? Je ne crois pas. Je suis Justin Bombaka, d'IRTV. Qu'en est-il des relations aujourd'hui entre les deux Congos, la République du Congo et la République démocratique du Congo? Et quel est le rôle qu'entend jouer notre pays dans la résolution de la crise qui sévit à l'est du pays, de ce pays? Le lycée amical Cabral, situé à 17 km au sud de Brazzaville, voit son espace aujourd'hui être grignoté par les occupants fonciers. D'ailleurs, cette question avait amené le ministre des Affaires foncières à effectuer une descente sur le terrain. Et il avait attiré l'attention de ses occupants. Les occupants. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce lycée n'est pas clôturé. On voit toujours des passants et autres véhicules traverser l'école aux heures des cours. Merci beaucoup. Ce lycée est le premier lycée agricole du Congo. Il est là depuis les décennies. Sa superficie est déterminée par les textes en vigueur. Quelques citoyens véreux ou quelques citoyens mal intentionnés occupent progressivement son espace. La question qu'on devrait se poser, c'est de savoir pourquoi occupent-ils cet espace. Parce qu'ils savent que l'espace est réservé au lycée professionnel amical Cabral. Se pose là une question morale, une question éthique qui renvoie à la citoyenneté de chacun de nous. Est-il un acte citoyen que d'occuper un espace réservé à l'école? Vous ne demanderez pas aux membres du gouvernement de faire le policier. J'aurais été plus interpellé par votre interrogation si elle consistait à nous dire que le ministre de l'enseignement technique ou un membre du gouvernement a vendu cet espace à un particulier. Ça aurait été notre question. Mais jusqu'au niveau où vous le posez, il est une question qui renvoie à nos comportements, pas ceux des ministres, mais ceux des populations. La question du mur de clôture, elle se pose et elle se réalisera quand nous aurons les moyens de réaliser ce projet. Mais on va retenir qu'avec la coopération russe, sur ce site du lycée professionnel amical Cabral, sera construit très vite le centre vétérinaire de Brazzaville. Vous voyez qu'à côté, il y a les anciens bâtiments de l'Institut du développement rural, devenu l'École nationale d'agroforesterie de l'Université Marie-Ngouabi. Qu'en est-il, je vous cite, des relations entre les deux Congos? Et quel est notre rôle dans la résolution de la crise? Commençons par les relations entre nos deux pays. Les relations sont excellentes, elles sont fraternelles. Elles sont fraternelles, comme deux voisins qui ont un mur mitoyen qui sépare leurs deux maisons. C'est-à-dire le mur mitoyen, c'est le mur unique. C'est-à-dire à gauche, c'est un voisin, à droite, c'est un autre. Si le mur mitoyen se met à brûler, ben les deux voisins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des seaux d'eau, ou ils vont appeler les pompiers au même moment, mais en tout cas, ils vont se solidariser pour éviter que leurs deux maisons ne brûlent. Eh bien, nous sommes dans cette situation-là avec la RDC. Nous avons ce voisinage obligé, parce que c'est la réalité physique, géographique, qui nous unit. On dit souvent les deux capitales les plus proches du monde, c'est le cas. Sur un plan topographique, sur un plan géographique, sur un plan même technologique. On parle des fréquences. J'ai une certaine habitude de ces questions télécom et questions numériques et questions de communication. Nos deux pays, sur tous ces plans, c'est le même pays, ou en tout cas les deux mêmes capitales.
La rive gauche, la rive droite, c'est comme si c'était la même ville. Alors, comment voudriez-vous qu'un État aussi responsable que le nôtre, qui lui-même a connu des événements malheureux, pourrait attiser les braises d'un conflit chez le voisin, au risque, compte tenu du fait qu'on soit très proches les uns des autres, au risque que, quand là-bas, on attrape la grippe, eh bien nous, qu'est-ce qu'on fait? On attrape la fièvre. Parce qu'on est tellement proches. Quand vous êtes assis l'un à côté de l'autre, celui qui a la grippe contamine celui qui ne l'avait pas. Eh bien, celui qui est en feu contamine, malheureusement, celui qui n'a pas le feu, si jamais les deux voisins ne s'unissent pas pour rechercher ensemble tous les moyens pour que la crise ne s'accélère pas, ne s'aggrave pas. Voilà notre état d'esprit. Vous savez que le président de la République a toujours été, et est toujours, c'est dans son ADN, un homme de conciliation et un homme de médiation. Il s'avère que pour des raisons diplomatiques, les instances internationales, l'ONU, l'Union africaine et les différentes communautés régionales, SADC, Communauté des Grands Lacs, ont choisi un certain nombre d'acteurs pour assurer la conciliation, la réconciliation entre les parties. On peut citer son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, qui était, je crois, désigné par l'Union africaine. On peut citer l'ancien président nigérian, président Olusegun Obasanjo, qui lui également, du fait de son aura et de sa dimension personnelle, de son expérience, fait aujourd'hui un travail de souterrain, mais très utile, de médiation. On peut citer les tentatives qui font qu'aujourd'hui, les parties prenantes se retrouvent à Doha, au Qatar, et sont en train, depuis plusieurs semaines, de discuter. Le président de la République du Congo est comme, qui dirait, sur le banc de touche, et quand on lui demandera de rentrer sur le terrain, parce qu'on ne s'auto-désigne pas, il y a des règles internationales, eh bien le président de la République sera disponible, et il l'est en permanence. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas médiateur, ou pas parce qu'il n'est pas un acteur en front line, c'est-à-dire ouvert, qu'il n'échange pas avec les partis, c'est-à-dire le gouvernement de la RDC et les différents médiateurs, par exemple. Ce n'est pas interdit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toujours ce même reproche qui est fait à notre pays et avec toute une série de fantasmes qui laisseraient croire que nous sommes à la manœuvre contre notre grand voisin. Eh bien, moi, je peux vous dire, mon cher monsieur Mbaka, que ça serait une erreur grave. Une erreur grave. Rappelons-nous de 1997. Il y a eu, en 1997, un incendie qui a démarré en RDC. Nous avons vu la traversée de l'AFDEL, qui était le mouvement de Laurent Désiré Kabila, paix à sa mémoire, et qui est arrivé à Kinshasa dans les conditions que nous connaissons. Quelques semaines plus tard, une guerre se déclenchait dans notre pays. Je ne cherche pas à donner des responsabilités aux uns aux autres. C'est un élément matériel et historique que nous évoquons. Et donc vous croyez que nous, le petit Congo, dont la capitale, c'est grosso modo un peu plus d'1 million d'habitants face à une capitale de 20 millions d'habitants, nous prendrions le risque irresponsable d'attiser des braises chez notre voisin? Ça serait prendre un grand risque et subir malheureusement les conséquences. J'ai parlé du mur mitoyen qui brûle. Si vous laissez le mur brûler, votre maison aussi part avec. Bon. Concrètement, puisque j'ai dit que je voulais éventrer le boa, bon, on dit, on lit, nous serions une base arrière du Rwanda parce qu'il y aurait des armes qui viendraient. Écoutez, d'abord, les événements se passent à l'est, et très loin, à des milliers de kilomètres. Deuxièmement, qu'est-ce qui amènerait notre pays à prendre pour un État à l'autre bout là-bas, soi-disant, parce que vraiment, je tords le cou à cette rumeur, et en tout cas, j'ouvre et j'éventre le boa publiquement sans langue de bois. Si le Congo importait, même si c'est nuitamment, des armes qu'ensuite il s'agirait de faire traverser pour
la RDC pour on ne sait quel noir désir, tel noir objectif, je pense que les services de nos grands voisins, dont l'efficacité est connue, je peux vous en parler en tant qu'homme d'État, et je n'en dis pas plus, je crois qu'ils auraient l'information. Et aujourd'hui, vous auriez certainement, de la part du grand voisin, un certain nombre de mesures publiques pour nous accuser. Notre coopération avec notre voisin est une coopération agissante. J'ai parlé tout à l'heure du pont Routrail, qui est vraiment le projet sur lequel nous travaillons, avec le plein accord du gouvernement de la RDC. Vous pensez que si ce grand pays, si les autorités de ce grand pays pensaient qu'il y avait un risque militaire, avant même de parler d'autres risques, ils accepteraient de construire un pont qui ferait que cette fois-ci, s'il y avait problème, c'est carrément par le pont que l'agresseur passerait, non? Pas par des pirogues ou par des bateaux qui seraient mis sur le fleuve, qui serait une technique beaucoup plus difficile. Donc vous voyez que ce sont plus des fantasmes qu'une réalité. Bon, quant à... Encore une fois, je dis que j'éventre le bois. Voilà, le Congo est ami du Rwanda. Oui, nous sommes amis du Rwanda, comme nous sommes les frères et amis de la RDC. Et on ne peut pas nous reprocher de prendre une position médiane qui consiste à dire qu'en diplomatie, il s'agit à la fois d'équilibrer nos relations et en même temps de tout faire pour que nos voisins immédiats ne se tapent pas dessus au risque que cette bagarre se retrouve dans notre pays. Voilà la position très précise de notre pays. Voilà la position très précise. J'ajoute que notre coopération avec le Rwanda est une coopération essentiellement économique. Ce n'est pas avec une coopération économique avec cet État qu'on va déstabiliser l'État d'à côté. Soyons sérieux. Dernier point, parce que vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, et c'est bizarre, on n'en entend plus parler, mais j'invite les journalistes, je vous invite à faire aussi votre travail. La fameuse histoire des terres rwandaises, vous vous rappelez, la polémique, la salive, l'encre que tout cela a fait couler. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas demandé quelle a été la suite? Pourquoi on n'en parle plus? Parce que tout simplement, le dossier est terminé. Pourquoi il est terminé? Le Premier ministre, dans ses communications diverses, vous avez dit ceci. Ce sont des autorisations provisoires, des autorisations fragiles, qui dépendent de la réalisation par les entreprises rwandaises concernées d'un certain nombre de réalisations ou d'un certain nombre d'actes. Eh bien, on avait une date butoir qui était au 8 décembre. Ben, figurez-vous qu'au 8 décembre, n'ayant pas eu de retour positif ou en tout cas cohérent des entreprises concernées, le ministre d'État Mabiala, ministre des Affaires foncières, qui avait délivré au nom du gouvernement les autorisations, a informé les partenaires que c'était annulé. Mais c'est étonnant que vous n'en parliez plus. C'est étonnant. Parce que quand ça va mal, on en parle. Quand les choses se passent de manière juridique, de manière posée, de manière concrète, on n'entend plus personne. C'est assez curieux. C'est assez curieux. Donc voilà, vous pourrez reporter, mais je le dis ici à la quinzaine, le dossier dit des terres rwandaises est terminé. Puisque, faute pour les partenaires privés concernés d'exécuter leurs obligations, ça a été annulé. Après le 8 décembre, par des correspondances adressées au nom du gouvernement aux entreprises concernées par le ministre d'État Mabiala. Je suis Clavis Kiba, je parle pour le compte du média en ligne Journal Event. Monsieur le ministre, il y a une nouvelle qui fait parler depuis quelques heures. La nouvelle concernant l'interdiction de la double candidature au baccalauréat. Bon, cette nouvelle est interprétée de diverses manières. Je voudrais que vous reveniez sur les motifs, sur le mobile de cette décision concernant à interdire la double candidature au baccalauréat et quelle est son importance. C'est quoi l'importance d'interdire la double candidature au baccalauréat? Et puis une question sur le transport en commun, monsieur le ministre de la Communication. Bon, comme le ministre des Transports n'est pas là, le transport en commun à Brazzaville, c'est un domaine qui échappe un peu au gouvernement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les prix des transports en commun ne sont pas contrôlés. Ça augmente c'est-à-dire au désir de ceux qui tiennent ces véhicules de transport en commun là. La question de savoir qu'est-ce qui justifie l'absence du gouvernement en ce qui concerne la fixation des prix des transports en commun. Avant de reprendre, je me mets dans votre rôle. Je suis sûr que vous avez fait un bac A, C, D.
A, est-ce que pendant que vous préparez le bac A, vous vous sentez dans la disponibilité de faire un autre bac au même moment? Vous-même. Est-ce que vous avez le ressort intellectuel et psychologique de passer un deuxième bac? Technique? Non? Je crois non. Et moi-même, non. À ce moment-là, en éducateur et en pédagogue, on se pose des questions. Nous sommes au gouvernement, ça fait 4 ans. Cette année, nous organiserons la 5e campagne des examens. À chaque examen et pour chaque examen, nous analysons à la fois les résultats et les comportements des différents acteurs et particulièrement les élèves. En ce qui concerne l'enseignement technique et professionnel, il m'est arrivé au premier bac de constater qu'au lycée agricole de Makwa, série R1 uniquement, que j'ai eu des candidats libres des séries G, donc des séries commerciales, ce qui ne se justifie pas. Le centre de Makwa est réservé au bac agricole, puisque n'y est installé que le lycée agricole. À un autre bac, à Oyo, centre d'Oyo, 6 salles de classe, 3 salles de classe remplies de candidats libres. Uniquement les candidats libres, alors que dans les 3 autres, il y avait des candidats libres et des candidats officiels. Même constat à Kinkala. Je parle du bac 2023. On analyse les comportements. Et l'analyse des comportements pour les inscriptions au baccalauréat nous a donné les caractéristiques suivantes. Première chose, nous avons constaté qu'il y a des candidats officiels au bac général et au bac technique. Ce qui nous pose un réel problème, puisque le candidat officiel est celui qui est toujours à l'école depuis octobre jusqu'en juin. Heureusement, il est candidat aux 2 baccalauréats. On se pose la question, comment se fait-il que ce candidat soit le même jour dans une salle de classe en train de suivre les cours au lycée technique du 1er mai par exemple et au même moment au lycée Chaminade? Vous constatez qu'il s'agit d'une tricherie, d'une fraude. Deuxième chose, les candidats officiels au bac général et libres au bac technique. On se pose la question. Vous êtes en série A au lycée général. Vous voulez passer un bac G. Vous avez peut-être le loisir de le faire. Mais il faut qu'on se pose la question. Vous avez l'âge requis pour être candidat officiel. L'âge requis pour être candidat officiel. Quel est ce plaisir qui vous prend de vous présenter en candidat officiel? Encore que, quand on a le bac A, les possibilités de faire la comptabilité et la fiscalité sont existantes. Puisque, en allant à la fac de droit, vous avez l'opportunité de retrouver cette carrière, si tant est que c'est cette carrière que vous avez voulu. Autre chose, pédagogiquement, les programmes pédagogiques ou les programmes scolaires s'impliquent et s'enchaînent. On ne peut pas faire les statistiques classe terminale sans l'avoir commencé en classe de seconde. Parce que le programme de la seconde prépare celui de la première.
et celui de la première prépare celui de la terminale. Comment ces enfants, ces candidats, peuvent-ils, je ne sais par quelle magie, devenir candidats libres ici et candidats officiels là-bas? Troisième catégorie. Les candidats libres à l'enseignement général et les officiels à l'enseignement technique, c'est presque la même chose. Et puis il y a des candidats libres pour les deux bacs. On se demande quel plaisir prennent-ils à faire les deux bacs. Je ne parle pas encore de la loi. Je parle du comportement. Du comportement, je parle en tant que pédagogue et éducateur. Je vous prends un exemple. J'ai ici la liste des élèves inscrits comme candidats libres au baccalauréat général et au baccalauréat technique ou professionnel. Donc les deux bacs. Je constate qu'il y a une candidate libre à Brazzaville et libre à Brazzaville toujours. Mais je prends les cas les plus emblématiques. Vous avez une candidate, la cuvette, qui veut faire le bac BG, candidat libre à Ouando, et candidat libre à Brazzaville, au bac technique. Comment ça s'expliquerait? Pour ce bac, l'enseignement technique termine le 17 et l'enseignement général termine le 18. Pour cette candidate, comment fait-il pour partir d'Ouando à Brazzaville et venir passer un bac en candidat libre à Brazzaville après l'avoir passé en candidat libre à Ouando? Je prends le cas des candidats libres au MEPSA, donc à l'enseignement général, et candidats libres à l'enseignement technique. Je prends un cas, je ne cite pas les noms. Il est candidat officiel au bac technique à Brazzaville et candidat officiel, au bac général à Dolisie. Comment ça s'explique? Je prends le cas des candidats officiels. J'ai le cas d'un candidat, bac G2, complexe scolaire Notre Mère Simone, Brazzaville, et candidat libre, candidat officiel aussi, au bac G, complexe scolaire Bettina, dans le Poul. Comment il fait? Il est candidat officiel dans les deux bacs. Il va à l'école à Brazzaville et il va à l'école à Kinkala. Je ne sais même pas si c'est Kinkala ou c'est Mindouli, je ne sais pas. Deuxième cas, candidat officiel au lycée technique commercial du 5 février de Brazzaville et candidat officiel à l'école privée Saint-Joseph d'Ouando. Bac A4 pour le général et bac BG pour le technique. Bon, il y en a comme ça plein. Et puis on constate qu'il s'agit des candidats qui passent ici le bac A ou D et là-bas le bac R, G ou BG. Je n'ai pas vu quelqu'un qui passe un bac E qui sollicite aussi passer un bac C. Ni celui qui passe un bac C qui sollicite passer un bac F. Vous constatez qu'il s'agit de séries quelque peu rudes et où les enfants y vont parce qu'ils ont la conviction de réussir dans ces filières. Ce jeu est un peu de la loterie. Et le baccalauréat, ce n'est pas la loterie, c'est la formation. On ne peut pas, même si vous êtes un génie, partir du bac A au bac G. Encore que, celui qui sort
du système de l'enseignement général ou le système de l'enseignement technique, quand il arrive, il est reculé d'un niveau pour permettre qu'il soit préparé à affronter le niveau supérieur. Ça veut dire quand on est en terminale A, D, et on veut venir au lycée technique, on vous prend en première. Mais jamais en terminale et vice-versa. Jamais en terminale et vice-versa. Et j'ai lu quelques réactions sur les réseaux sociaux. Mais on ne peut pas être porté par l'émotion quand il s'agit des questions vitales pour le pays. L'opinion, vous, les Congolais, nous, les Congolais, et dans la position qui est la nôtre. Ce que vous attendez de nous, c'est reformer le système éducatif. Lui donner ses lettres de noblesse. Nous y allons graduellement avec des mesures qui, ma foi, et nous sommes ainsi rassurés, avec des mesures qui permettront, dans quelques années, de donner à notre école ses lettres de noblesse. Monsieur le ministre, je crois que vous avez, à votre tour et sur votre domaine, éventré le même boa ou un autre boa. Alors, on m'a posé la question du transport urbain et de demander pourquoi, d'après la question, ce secteur économique échapperait à la juridiction du gouvernement avec des prix pas contrôlés. Bon, je crois que je vais faire une réponse très rapide. D'abord, c'est un secteur qui est ouvert à la concurrence et l'État y est représenté de manière minoritaire par notre société publique ici à Brazzaville, dite de transport urbain, dont nous connaissons les soubresauts et sa présence intermittente. Donc il s'agit essentiellement des opérateurs privés qui permettent à nos compatriotes, Dieu merci, d'aller de leur domicile à un point d'arrivée pour vaquer à leurs occupations personnelles ou professionnelles. Alors, à partir du moment où on voit que l'écosystème est celui-là, c'est que nous avons une très faible interaction, surtout quand l'environnement socio-économique nous permet de constater les pénuries de carburant, les éventuelles routes qui ne permettent pas un parcours linéaire et plus court et qui obligent le transporteur à faire de grands détours. Il est entendu malheureusement que dans ces hypothèses de carburant et de l'état de notre secteur routier, notamment en zone urbaine à Brazzaville ou périurbaine, eh bien que les transporteurs soient amenés à se réguler en matière de tarifs pour ne pas mettre la clé sous la porte. Donc le gouvernement s'efforce, et vous suivez régulièrement les entretiens et les échanges, les négociations entre le gouvernement, aujourd'hui représenté la plupart du temps par le ministre Juste Désiré Mondélé, pour amener quand même les transporteurs à tenir compte du panier de la ménagère et à tenir compte d'une réalité qui veut que si eux subissent la crise, c'est qu'il y a nos compatriotes autres qui, eux, n'ont pas la chance d'être propriétaires de moyens de locomotion, de transport en commun, eh bien ceux-là souffrent encore plus de la crise et donc il faut qu'ensemble, nous trouvions, le temps que les choses se régulent au mieux, nous trouvions ensemble les solutions les moins douloureuses pour nos compatriotes. Je suis Loïcia Martial, j'interviens pour le compte de RFI. Ma première question au ministre invité, M. Ghislain Thierry Maguessa-Ibomé. Monsieur le ministre, vous avez donné tous les détails sur le bac à venir. Dites-nous, monsieur le ministre, est-ce que vous avez pris toutes les dispositions pour sécuriser le bac, pour sécuriser les épreuves? Je pose la question, je dirais en connaissance de cause, il y a 10 ans, en 2015, le bac général a tourné au vinaigre. Les épreuves ont fuité et à la fin, le bac avait été annulé. Et à votre niveau, est-ce que vous pouvez nous confirmer ici qu'à quelques jours du bac technique, toutes les épreuves sont bien sécurisées?
La question au ministre de la Communication. Monsieur le ministre, il y a quelques jours, la ville de Ngo a connu des émeutes, pour ne pas dire des épreuves difficiles. Le commissariat de Ngo a été brûlé suite à la mort dans ce commissariat d'un jeune homme. Finalement, quelle est la suite que vous avez réservée à ces événements à ce jour? Vous vous appuyez sur des événements qui ont eu lieu il y a 10 ans. Nous étions en 2015. Comme dans ce pays, vous vous rappellerez, en 1978, le brevet a été annulé pour fraude. Il est vrai. Et vous avez constaté que 10 ans après, pour prendre la référence temporelle qui est la vôtre, il n'y a plus de fraude aux examens. Parce que ce cas de fraude de 2015 a interpellé les acteurs du système éducatif pour sécuriser au mieux les épreuves. Et je crois pour ce qui nous concerne, c'est les efforts que nous faisons depuis les 5 campagnes d'examen d'État que nous avons organisées. On peut vous rassurer que les épreuves sont sécurisées, le directeur des examens et concours est dans la salle, les épreuves sont sécurisées, ils auront lieu dans le calme, sauf si, et ça n'interpelle pas le gouvernement, ça interpelle les parents et les candidats aux examens d'État. Puisque c'est soit le parent qui va chercher où sont les épreuves, ou c'est soit l'élève. En ce qui nous concerne, nous pouvons rassurer les médias et l'opinion nationale, peut-être internationale aussi, que le baccalauréat technique et professionnel se passera dans les meilleures conditions, les épreuves sont sécurisées, les candidats préparés, sauf ceux qui jouent à la loterie. Voilà. Et nous donnons la chance à ceux qui jouent à la loterie de choisir un seul bac, comme je venais de dire. Je voudrais, sur la question de Loïcia Martial, d'abord m'incliner devant la mémoire du jeune qui a perdu la vie à cette occasion. Et rien, mais absolument rien, ne peut justifier qu'un justiciable, peu importe la raison pour laquelle il a été mis dans des geôles, rien ne peut justifier la perte d'une vie. Une enquête est en cours. Ces événements, nous les avons suivis, et souvent grâce aux réseaux sociaux. Et là, pour le coup, je tiens quand même à rendre hommage aux réseaux sociaux sur ce point précis. Parce que l'apport des réseaux sociaux sur ce point, c'est qu'il y avait, il y a quelques années, quand ces réseaux n'étaient pas aussi développés qu'ils ne le sont aujourd'hui, parfois une chape de plomb, ou en tout cas pas la possibilité d'appréhender l'ampleur d'une situation ou sa nature. Et là, les réseaux sociaux, dans ces cas-là, jouent toujours un rôle, et un rôle positif. Donc ça, c'est parfois rare dans ma bouche, mais vous pouvez quand même relever avec moi cela. Pour le reste, soyons tous attentifs et responsables. Il y a des investigations et une enquête. Attendons que nous en ayons le résultat par les autorités compétentes. Alphonse Ndongo, journaliste indépendant. Monsieur le ministre, les bonnes feuilles de notre consoeur parisien Africa Intelligence ont relayé une information qui d'ailleurs a été abondamment reprise sur les réseaux sociaux, faisant état de l'acquisition d'un aéronef pour le compte de la présidence du Congo. Et cela, on mettait donc en ligne de mire Madame Françoise Joly, au terme justement de multiples transactions, de comptes opaques, enfin, je reprends un peu les termes qui ont été utilisés. On a senti un silence un peu de cathédrale du côté du gouvernement. Est-ce à dire que qui ne dit mot consent? Peut-être comme nous avons la possibilité d'être en face de vous, vous pouvez nous en dire davantage. À Monsieur le ministre de l'enseignement technique et professionnel, Monsieur le ministre, il y a des étudiants congolais qui ont été envoyés au Maroc par
votre département, certainement que vous avez hérité de cette situation, mais ces étudiants aujourd'hui envoyés à l'université privée de Marrakech ne peuvent pas avoir accès à leur diplôme du fait que l'État congolais n'a toujours pas honoré ses engagements financiers. Est-ce qu'au nom de la continuité de l'État, même si tant il est vrai que nous connaissons les difficultés financières, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour ces étudiants congolais qui sont toujours bloqués à Marrakech? Et enfin, excusez-moi d'être gourmand, dans un contexte de rareté de ressources comme aujourd'hui, Monsieur le ministre, comment est-ce que vous préparez les examens qui justement vont avoir lieu dans quelques temps? Souvent, on a l'impression, puisqu'on a vu qu'il y a des coupes budgétaires pour tous les départements ministériels, je pense que le ministre de la Communication ne me dira pas le contraire, ou le ministre des Sports, est-ce que vous aussi, au ministère de l'enseignement technique et professionnel, vous subissez les mêmes coupes budgétaires qui peuvent éventuellement donc désorganiser l'examen que vous êtes, enfin les examens officiels que vous êtes en train de préparer? La situation des étudiants congolais à l'université de Marrakech reste une priorité du gouvernement. Vous vous rappellerez que ça a été parmi les premiers dossiers brûlants que nous avons gérés dès notre entrée au gouvernement. La vérité, c'est que nous devons à cette université. Nous devons à cette université parce que la conjoncture financière et économique nationale qui a suivi la décision d'envoyer nos étudiants à l'étranger n'a pas été propice à la prise en charge de ces étudiants, donc à la tenue de nos engagements vis-à-vis de l'université privée de Marrakech. Je crois 5 promotions d'étudiants envoyés à l'université de Marrakech ont fini leur formation. Quand j'arrive au gouvernement, il restait une année pour la dernière promotion. Il fallait payer. Mais dans la dette, la structure de cette dette, ou les causes de cette dette, il y a le fait que nous avons envoyé les étudiants pour le cycle licence et pendant qu'ils attendaient le rapatriement par l'État congolais qui ne venait pas, vivant sur le site de l'université, ils ont fait des formations de type master. Ça veut dire 2 années de formation, que nous devons payer, alors que ces 2 années n'étaient pas dans l'organisation des bourses que nous avons octroyées aux étudiants congolais de Marrakech. Il est vrai, il y a eu faiblesse du gouvernement, mais nous nous organisons à régler cette dette dont la valeur numéraire est autour de 6 milliards. Le dossier qui est au ministère de l'enseignement technique et professionnel se gère avec le Premier ministre et le moment venu, on regardera comment payer cette dette. Il est vrai que quelques parents de bonne volonté viennent vers nous pour nous dire « Monsieur le ministre, est-ce que nous pouvons payer pour notre enfant ?» Ce que n'accepte pas l'université privée de Marrakech. Nous travaillerons avec la partie marocaine et en utilisant les voies diplomatiques pour faire de telle sorte que cette question soit réglée entre les 2 États, le Congo et le Maroc, parce que de l'autre côté, il ne s'agit pas de l'État marocain, il s'agit d'un particulier, d'un privé qui a son université et université dans laquelle nous avons, en toute responsabilité, choisi de former nos étudiants. Ils sont venus avec les compétences, ils ne sont pas venus avec les diplômes. Quelques-uns, bien sûr, parce qu'il y a une promotion qui a reçu les diplômes. Et comme les Congolais de plus en plus
nous rappelle que nous sommes trop francophiles, nous aimons les diplômes, pas les compétences. Essayons d'utiliser ces jeunes à partir de leurs compétences et non les diplômes. Et au niveau de l'enseignement technique et professionnel, nous avons recruté quelques-uns parmi eux comme enseignants, d'abord volontaires et aujourd'hui fonctionnaires. Deux parmi eux sont en train de réaliser une œuvre de génie civil. Ils ont créé un cabinet d'architecture, puisqu'ils sont formés dans ce domaine. Nous leur avons demandé, ou nous leur avons octroyé le projet de construction, de la direction des services de l'informatique et de la communication, un bâtiment R2, qui se construit sous la conduite de ces jeunes formés au Maroc. Alphonse Ndongo nous a posé une question en parlant de Bonnefeuille, en l'occurrence le périodique en ligne français Africa Intelligence, qui a évoqué une histoire d'acquisition d'un aéronef pour le compte de la présidence de la République et qui, dans le cadre de cet article, a évoqué le rôle de Madame Françoise Joly, représentante personnelle du président de la République, en charge des questions stratégiques et de ce que moi j'appellerais la diplomatie économique au sens large du terme. Bon, vous me permettrez, je souhaite d'ailleurs, si jamais il y a une vocation ici, que l'on me posât une question peut-être plus large sur cette campagne de presse permanente, et j'ai quelque chose ou des choses à dire là-dessus. Je vais d'abord, Alphonse Ndongo, me concentrer sur ce que vous évoquez, c'est-à-dire en réalité la personnalité de Madame Françoise Joly, représentante personnelle du président de la République, en charge des questions stratégiques que sont la diplomatie économique et la recherche de partenaires à travers le monde. Vous me permettrez là également, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait X fois que je répète le propos, d'éventrer le boa. Comme ça, une fois pour toutes, il sera ouvert et on pourra voir ses entrailles. Au fond, le problème qui est posé, on en revient, vous voyez, au même phénomène de campagne de déstabilisation médiatique. Nous partons du dossier de la RDC, nous venons maintenant sur des dossiers de ce genre, et nous pourrons, vraiment je sollicite, parce que là je veux me concentrer sur cet aspect particulier, que quelqu'un, éventuellement, ait une interrogation plus large sur le sujet. Quel est le problème en éventrant le boa? C'est toujours le même, cette xénophobie rampante, qui est aujourd'hui malheureusement partagée par une large partie des médias congolais en ligne ou traditionnels. Et puis, alors, circonstance aggravante, elle n'est pas franco-camerounaise, pas franco-gabonaise, pas franco-ivoirienne, mais aïe, 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 franco-rwandaise. Toujours le Rwanda, on en revient toujours à cela. Toujours le Rwanda qui suscite tout de suite tous les fantasmes. Et donc cette personnalité a été recrutée par le président de la République pour nous apporter une plus-value sur ces domaines de diplomatie économique et de recherche de financement pour lesquels nous n'avions pas suffisamment ni de compétences ni de réseau. Et vous aurez remarqué que depuis quelques mois, le président de la République ou les membres du gouvernement ou les collaborateurs du président ou de ceux des membres du gouvernement, nous nous déployons, grâce à ces réseaux, à leur solidité, nous nous déployons dans des zones de conquête d'investissement, dans des zones de conquête d'investisseurs que nous n'explorions pas jusqu'ici. On peut citer les pays du Grand Est européen, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, qui sont des grands pays, des grandes nations, aux disponibilités et aux ressources à même de nous aider à développer toutes les grandes filières qui aujourd'hui nous permettront de diversifier notre économie.
Voilà tout simplement qui est Madame Joly. Je le répète, si elle était franco autre chose que rwandaise, je crois qu'il n'y aurait pas tout cet amoncellement de fantasmes. Il n'y aurait pas tout cet amoncellement de fantasmes. Un président de la République, et ça se fait dans tous les pays, a le choix, pour un certain nombre d'actions précises, de recourir à la compétence là où elle se trouve. Et nous devons nous honorer que notre chef d'État ait décelé, déniché, trouvé une personne qui est capable de nous développer ces réseaux et de nous développer ces opportunités. Et ne restons pas sur des questions xénophobes ou subjectives liées à la nationalité. Pas vous, Alphonse, hein, je profite de votre questionnement en réalité pour éventrer ce fameux boa. Et donc je me dis, je l'ai dit tout à l'heure, nous devrions plutôt être honorés du fait qu'une personne de grande compétence nous permette de développer cette diplomatie économique. Et nous autres Congolais, on a peut-être la mémoire courte. Nous étions, il y a une trentaine d'années, rappelons-nous, pour les plus anciens, les premiers à louer le président Félix Houphouët-Boigny pour sa capacité à trouver des ressources humaines, à dénicher ce qui se fait de mieux sur le plan panafricain et à utiliser, à mettre au service de sa diplomatie, du développement de son pays et de la sous-région Afrique de l'Ouest, ces compétences-là. Nous nous réjouissions, et cela a permis à un homme politique éminent, le ministre d'État, Paul Kaya, dont, quand il est rentré après sa retraite de ses fonctions au Conseil de l'Entente à Abidjan, est rentré reprendre une carrière politique, et tous les Congolais s'extasiaient. Voilà un homme qui a mis ses compétences à un haut niveau et qui, une fois sa tâche terminée, vient et nous a honorés. Il n'y avait pas de xénophobie puisque c'était notre compatriote. Mais pourquoi notre chef d'État, quand il pose des actes similaires avec des cadres de haut niveau, cela nous pose problème? Voilà ce que je pouvais en dire. Et je mets encore un lien, d'ailleurs, toujours sur ces questions subjectives, fantasmagoriques, avec le dossier de la RDC tout à l'heure. À écouter certains, je reviens un peu dessus, mais par une incidente, la nationalité de Madame Joly justifierait la méfiance qui se serait instaurée entre nos deux pays. Mais je ne crois pas qu'on puisse essentialiser quelqu'un au point de dire que parce qu'il est originaire de telle nation, forcément il serait dans une logique d'affrontement, de complot contre une nation voisine qui serait peut-être en difficulté avec sa nation d'origine. Ça serait quand même réducteur. Ça serait quand même une accusation grave et sans fondement. Donc, il faut que nous cessions de regarder, le ministre a employé un terme que je partage, qui est celui de l'émotion. Celui de l'émotion. Nous sommes toujours dans l'émotion, et quand nous sommes dans l'émotion, nous ne sommes pas dans la raison, nous ne sommes pas dans la froideur des faits, nous ne sommes pas dans l'analyse objective des faits. Et voilà ma réponse. Bon, pour ce qui concerne la bonne feuille dont vous avez parlé, qui a parlé d'une histoire d'avion, ben écoutez, je crois qu'il faut laisser les choses mourir parfois de leur propre poison. Et à ce stade, le gouvernement ne va pas s'appesantir sur ce sujet. Mais, je le répète, ça fait partie, de notre point de vue, d'une campagne plus globale. Chers amis, je voudrais porter à votre connaissance un fait que vous oubliez. Notre compatriote, Dominique Ngouabi, je crois, a été quelques années conseiller d'un président centrafricain. Voilà. Ce n'est pas nouveau. Je suis Ernest Blanchard-Dimi, pour le groupe de presse en ligne Brazanet et l'hebdomadaire Le Patriote. Je vais proposer à Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement,
un autre bois qu'il va devoir sûrement éventrer. Alors, ma première question est celle de voir quand même le ministre vouloir qu'on s'appesantisse sur une campagne de déstabilisation massive à l'encontre du Congo par certains médias ou par certains réseaux sociaux. Et pourquoi cette campagne en ces moments-ci? Que vise réellement cette campagne selon vous et quelle est la stratégie du gouvernement pour qu'il y ait des réponses appropriées à cet état de fait? J'ai une autre question également au ministre de la Communication et des Médias. Alors, ça devient comme un rituel auquel on est habitué. Après quelques mois, évasion de Koulouna à la scène cesse de Wenze. Cette fois-ci, 6 morts, 12 blessés, les chiffres varient selon les sources. Alors, pourquoi ne prendre pas à temps de précautions pour régler quand même définitivement cette situation? Et que préconisez-vous pour mettre fin à cette cellule ou à cet endroit de rétention ou de détention ad hoc? À quand la solution définitive pour cet endroit qui pose tant de problèmes et parfois avec des dégâts dans le voisinage? Au ministre Maguissa, j'ai juste une question. Les autres ont déjà parlé des examens, mais moi, je voudrais sous l'évocation des écoles ou instituts qui sont créés un peu ici et là. Vous avez Mosenjo, vous avez Oyo et ailleurs, d'ailleurs. Quelles sont les vocations de ces écoles? En quoi elles doivent être différentes de celles existantes dans d'autres localités? Pourquoi ces écoles? Elles répondent à la politique gouvernementale qui consiste premièrement à la réforme de l'enseignement technique et professionnel et ensuite à la nécessité de rapprocher l'enseignement technique des populations à l'intérieur du pays. Vous constatez que 3 de ces écoles sont implantées à l'intérieur du pays. L'Institut Polytechnique d'Oyo, pour commencer par lui, va former dans divers métiers, dans les énergies renouvelables, les télécommunications, le tourisme, entre autres. Et vous constatez qu'il s'agit là des domaines pour lesquels nous préparons notre économie. Il est installé à Oyo parce que il faut rapprocher l'école des populations, il faut susciter des vocations. L'accès à cet institut se fait par concours. Le premier concours a eu lieu pour 100 étudiants qui vivent sur le campus de l'Institut Polytechnique d'Oyo. L'Institut de Kintélé a pour vocation les métiers de la construction. Vous constatez, il s'agit aussi d'un domaine pour lequel nous avons besoin des ouvriers qualifiés. Les diplômes délivrés à Oyo et à Kintélé sont le BTS et la licence professionnelle. Pour vous faire constater l'avancée, il y a quelques années, les bacheliers de l'enseignement technique et professionnel avaient de la difficulté à poursuivre leur formation. C'est même la raison qui justifiait le choix de les envoyer à Marrakech. Et une avancée réalisée par le gouvernement, nous vous en parlons et j'espère que vous l'avez suivi, c'est la nationalisation du diplôme de BTS, qui jusque-là se délivre dans les établissements privés, chacun avec son programme, chacun avec son système d'évaluation. À partir de l'année prochaine, plus le décret a été pris en Conseil de ministres, les BTS deviendront un diplôme national comme le bac, comme le brevet, pour un même diplôme.
de ce niveau moyen ou intermédiaire, les jeunes Congolais subissent la même évaluation et ces jeunes titulaires de BTS peuvent faire une licence professionnelle, comme ceux détenteurs des licences professionnelles à Oyo et à Kintele peuvent prétendre à aller faire le master à Denis Sassou Nguesso ou à Marie Ngouabi, parce que ces diplômes nouveaux de BTS et de licence professionnelle, désormais organisés au niveau du gouvernement, offrent des passerelles entre l'enseignement technique et professionnel et l'enseignement supérieur. Pour Soinké, Mosenjo, Soinké, c'est les métiers des mines. Les Congolais nous appellent à former dans les métiers constitutifs de notre richesse nationale, les mines. Nous n'avons pas assez formé dans ce domaine. Nous avons quelques ingénieurs, mais nous n'avons pas d'ouvriers qualifiés. À Soinké, il sera donc ouvert un CFA des métiers des mines et aussi une école ou un institut des métiers de mines de niveau post-bac. L'entrée se fera ce concours, ouvert à tous les Congolais qui auront le profil et qui rempliront les critères de sélection. À Mosenjo, c'est l'école des métiers de bois. Il existe à Mosenjo l'école nationale des eaux et forêts. Mais nous constatons que avec les nouvelles politiques gouvernementales, nous avons le devoir de former dans les métiers du bois. Rappelons-nous qu'il y a quelques années déjà, le gouvernement s'est engagé à ce que la transformation du bois congolais se fasse sur place. Parce que jusque-là, nous ne faisons que l'exploitation du bois. Mais une fois le bois exploité, transformé, qu'est-ce que nous en faisons? Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes formés au métier du bois qui peuvent désormais nous faire des œuvres d'art ou autres à partir du bois, pour éviter qu'après la transformation, le bois ne serve à autre chose. Et vous constatez que Soinké est propice aux mines, parmi les localités congolaises où existent les ressources minières. Il y a Soinké, il y a une école de mines. Mosenjo est un lieu reconnu être couvert de forêts. Nous y amenons à Mosenjo les métiers de bois. Et j'espère qu'en faisant comme ça, le gouvernement répond à la demande du peuple. Il garantit la formation à tous les Congolais dans les domaines choisis par chacun d'eux, en améliorant l'offre de formation. Si nous n'améliorons pas l'offre de formation, nous serons envahis par les voisins, et à juste titre, parce que, dit-on, et c'est vrai, la nature a horreur du vide. Oui, Ernest Dimi, vous avez raison. Il faut éventrer l'autre boa, le vrai. Là, c'est le vrai. Celui qui est susceptible de nous avaler. Oui, il existe aujourd'hui une campagne de diabolisation, une campagne médiatique de déstabilisation de notre pays et de ses institutions. Et cette campagne remonte, c'est vrai, pour son déclenchement, plusieurs années, mais nous sentons une certaine intensification de la bataille, une certaine intensification de cette campagne médiatique, de ces cabales médiatiques. Et je dois vous dire, d'abord, que cette campagne médiatique
Nous sommes l'État. Nous sommes l'État, avec les moyens de l'État. Nous en connaissons les auteurs primaires, les instigateurs, les amplificateurs de cette campagne de désinformation. Alors moi, je vais vous pointer et en appeler à votre esprit d'analyse. Rappelez-vous, il était dit, je prends quelques exemples précis, il était dit il y a quelques mois que le président de la République allait faire, rappelons-nous, je crois que c'était courant avril, son voyage officiel en République française. Et ce voyage a malheureusement, pour un drame survenu dans la famille du président de la République, amené notre chef d'État, en concertation avec les autorités françaises, à reporter ce voyage de quelques semaines. Et puis finalement, il a eu lieu à partir du 22 mai jusqu'au 25. Rappelons-nous que juste au moment où on annonçait que le voyage allait avoir lieu, des journaux français, on a parlé tout à l'heure d'un périodique, d'une bonne feuille. Cette bonne feuille, d'ailleurs, déjà, à ce moment-là, a déclenché ces hostilités. Et puis d'autres journaux plus vénérables, comme le Canard enchaîné, le tout repris par les médias en ligne et quelques réseaux sociaux. Comme par hasard, au moment où pointait cette importante visite en République française, on a sorti, exhumé des faits et qui remonteraient à novembre 2024 au moins, où on disait la première dame du Congo a été l'objet d'une mise en cause par un juge. On a déjà parlé de ces juges et de leur mentalité, des trotskistes, des juges rouges, hein, des juges extrémistes. On a déjà parlé de ça ici. Et on sort cela, et on sort le fait qu'elle aurait précipitamment quitté la République française et Paris au moment où ce juge devenait, paraît-il, de plus en plus entreprenant. Voilà un exemple. Voilà un exemple du type de campagne de diabolisation. Vous savez ce que je vous ai dit l'autre jour sur ce que nous considérons comme l'illégitimité de ce type d'action. On peut revenir dessus, mais c'est déjà un jugement que j'ai exprimé ici ou une position que j'ai exprimée ici. Et puis, on n'entend plus parler de ça juste au moment où le voyage est annulé. C'est bizarre, c'est comme si l'information, pouf, pchit, avait disparu. Plus personne n'en parle. Ni vous, ni les médias en ligne, ni ces journaux spécialistes de l'intoxication et de la diabolisation. Et puis arrive le véritable voyage du président en France. C'est-à-dire ce que j'ai rappelé tout à l'heure dans mon mot liminaire du 22 au 25 mai. Et à ce moment-là, pouf, les mêmes journaux sortent une affaire d'avion. On a évoqué le sujet tout à l'heure, suite au questionnement d'Alphonse Ndongo. Et je peux vous prendre les paris. On peut parier. Allez, on va parier une bouteille de jus avec ceux d'entre vous qui sont entreprenants et courageux. Qu'à chaque fois que le président de la République ira en Occident, et singulièrement en France, vous verrez apparaître ce que moi j'appelle non pas de la désinformation, mais des boules puantes. Vous savez ce que c'est qu'une boule puante? C'est quelque chose que nous jetons dans une pièce pour que les gens se sentent mal à l'aise, ça pue. Ben, c'est des boules puantes, journalistiques, mais des boules puantes. Voilà, on sort l'histoire de l'avion. On connaît, nous savons et quels en sont les auteurs et quelles sont leurs motivations. Et donc, je tiens ici à vous dire que les institutions du Congo resteront solides, debout, et feront toujours face à cette campagne de diabolisation, d'autant que face à ce genre de désinformation, on oublie même les résultats de la visite. On oublie même les fruits qui ont été récoltés à l'occasion de cette visite. Moi, je vous en cite un. Je ne parle même pas des accords dont un communiqué de la présidence de la République a indiqué la nature. Je parle du principe accepté par les autorités françaises de la renégociation
de notre convention d'entraide et de coopération judiciaire qui date d'il y a 50 ans et un peu plus puisqu'elle a été conclue en 1974 pour être ratifiée en 1975. Cette convention, les autorités françaises en ont accepté le principe de la refonte. Maintenant, il y a des travaux techniques qui vont se mettre en place et qui se sont mis en place entre les deux parties. Nous attendons avec espoir la finalité de ces discussions et de ces négociations. Pourquoi le Congo considère cette renégociation comme importante? D'abord, une convention qui a 50 ans ou 51 ans, selon la date que nous choisissons. Cette convention, elle est vieille. Elle n'est plus en vibration, en harmonie avec les temps présents. Vous vous rendez compte que, je vous cite quelques exemples. D'abord, nous nous appelions la République populaire du Congo. On ne s'appelle plus comme ça. D'abord, à l'époque, quand il fallait transmettre un certain nombre d'actes juridictionnels ou de coopération judiciaire entre les deux États, ou l'information de commissions rogatoires ou d'autres actes juridictionnels, on parlait du télégraphe, c'est-à-dire les PTT, poste, télécommunication et télégraphe. Je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui sait même encore ce que c'est que le télégraphe. Aujourd'hui, nous parlons d'Internet et du numérique. Ça, ce sont des conditions mécaniques de révision. Puis nous avons des conditions politiques qui nous amènent à réviser. Face à l'activisme de certains juges, parmi lesquels celui que j'ai évoqué tout à l'heure, ce juge rouge, qui manque de respect finalement à notre souveraineté, qui font ou qui posent des actes ou développent une agressivité judiciaire vis-à-vis des autorités congolaises ou de personnalités importantes de notre pays, on doit rappeler dans la révision de la Convention un certain nombre de principes liés à la souveraineté, au respect des conventions internationales et à la nécessité qu'une véritable entraide judiciaire permette d'éviter certaines procédures ou certains actes juridictionnels vexatoires. C'est une question de principe, c'est une question de souveraineté. Bon, c'est pour nous une excellente nouvelle que les autorités françaises acceptent le principe de la discussion. Je suis Désirée Laure Diakundila, je représente le média en ligne MBG TV. Au lycée technique Premier Main de Brazzaville et à Pointe-Noire, les élèves de plusieurs filières techniques, notamment en mécanique, électricité et en froid, manquent de matériel pour effectuer des travaux pratiques. Quelles mesures concrètes sont prévues pour équiper les ateliers et garantir une formation réellement professionnelle? Et la dernière question à vous, Monsieur le ministre de la Communication, que représente la date du 5 juin pour vous? C'est vrai, le langage ou les mots portés au langage par vous et par certains Congolais n'aident pas à nuancer les choses. Il n'y a pas manque de matériel des travaux pratiques, il y a insuffisance de matériel des travaux pratiques. La nuance est nécessaire. Entre le manque et l'insuffisance, il y a quelque chose qui existe. Le matériel des travaux pratiques existe dans tous nos lycées, mais il est vrai qu'il y a insuffisance de matériel. Et c'est comme ça dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, la réflexion qui est en train d'être menée par nos services consiste à ouvrir ou à transformer nos lycées techniques existants en lycées spécialisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes à Brazzaville. Au lycée technique du Premier Main, il y a la filière mécanique, par exemple, avec un atelier de formation ou de travaux pratiques, avec le matériel insuffisant. Et au lycée technique du 5 février, il y a la même filière, avec aussi le matériel insuffisant. La réflexion consiste à faire de telle sorte que les filières ouvertes au lycée technique du Premier Main ne soient pas ouvertes au lycée technique du 5 février.
ce qui nous permettra de concentrer tout le matériel des travaux pratiques dans un lycée, pas dans l'autre. Ce qui éviterait ou répondrait un peu à la question de l'insuffisance du matériel. Vous me demandez, madame, que représente la date du 5 juin pour moi? Je dirais que représente la date du 5 juin pour nous. Je l'ai évoqué en introduction, j'ai demandé même une minute de silence. Cette date qui évoque des moments de tristesse, qui évoque des pleurs, qui évoque des crimes, qui évoque des morts inutiles, notamment des plus jeunes. Tout le monde se rappelle de cette image affreuse, en tout cas ceux de notre génération qui étaient assez conscients à l'époque de la situation. Cet écolier qui partait à l'école et qui avait été victime d'une balle perdue. Et si c'était aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je pense que cette photo poignante ferait encore le tour et créerait l'émotion chez chacune et chacun d'entre nous. Alors, la date du 5 juin, c'est tout cela, et Dieu merci, nous sommes, depuis 28 ans, sortis de ce cycle de violence. Oh, il y a eu quelques convulsions de ci, de là, mais rien de comparable à cette guerre civile qui fait que votre ennemi, ce n'est pas un adversaire étranger, mais c'est votre voisin ou votre propre parent. L'ennemi n'a ni visage ni localisation géographique. C'est en cela que cette guerre qui a été destructrice, qui a détruit notre pays, détruit ses infrastructures, a amené les pouvoirs publics et le président de la République en particulier à promouvoir le symbole du plus jamais ça, avec ce char, ce blindé qui, comme vous le savez, est devenu aujourd'hui un monument à vocation historique. Mais je crois que nous sommes en 2025. Si nous devons évoquer le 5 juin d'il y a 28 ans, je pense que nous devrions nous adresser en particulier à ceux de nos plus jeunes compatriotes qui sont souvent les consommateurs d'un type d'information ou parfois même les relais d'un type de propagande à caractère politique et qui souvent, et Dieu merci pour eux, n'ont pas connu les conséquences ni n'ont vécu dans leur chair cette guerre. Soit ils étaient nés mais trop jeunes, bébés ou autres, soit ils n'étaient pas nés. Et j'en appelle à leur vigilance, à nos plus jeunes des compatriotes, à leur dire que toute forme d'appel à la violence peut avoir comme conséquence, et aurait même comme conséquence, des événements qui pourraient échapper au contrôle de tout le monde. Que nous fassions attention et que nous disons à nos jeunes de faire attention à ce que nous entendons de manière plus ou moins ouverte sur les réseaux sociaux, de ceux irresponsables qui parlent d'insurrection populaire, qui parlent de soulèvement, qui parlent de révolte, qui parlent de renversement des institutions par la rue. Nous disons à tout cela que quand vous ouvrez la boîte de Pandore, quand vous faites sortir le mauvais génie de sa boîte, vous ne pourrez pas facilement le remettre dans sa boîte. Tout simplement parce que, d'abord, nous n'avons pas 100% de nos compatriotes qui partagent, Dieu merci, ce que cette minorité aujourd'hui agissante exprime. De dire il faut nous révolter, il faut l'insurrection. Mais ça veut donc dire qu'en face, il y aura des gens qui seront contre l'insurrection. Qu'en face, il y aura des gens qui sont contre l'insurrection. Et que donc, quand vous avez des forces très agressives l'une contre l'autre, ça finit en violence, et parfois comme le 5 juin en guerre. Parfois comme le 5 juin en guerre fratricide, violente, meurtrière. C'est cela le danger. Donc j'en appelle à l'évocation de cette date funeste, à la responsabilité de nos compatriotes. Et puis qu'ils notent que beaucoup de ceux qui les appellent à l'insurrection, ils utilisent ces euphémismes pour ne pas dire la guerre, parce que insurrection populaire, violence, renversement, soulèvement, c'est de la violence. Et donc, ça peut être le déclencheur d'autres événements, peut-être, pourquoi pas, malheureusement, plus graves que le 5 juin. J'en appelle à la vigilance de nos compatriotes. Ce ne sont pas des mots, ce n'est pas une philosophie, la guerre. Hein. C'est une réalité tangible où vous n'avez plus ni activité économique, ni activité scolaire, ni activité sociale,
plus de marché, plus de magasins, plus de travail. C'est cela la guerre civile, c'est pas un jeu, c'est pas un simple mot. C'est pas quelque chose qui, quand des mots d'ordre viennent parfois d'agitateurs qui ne sont même pas à Brazzaville ni au Congo, eh bien, qui eux seront bien à l'abri quand leur mot d'ordre aura été repris et aura provoqué l'incendie. De même, ceux des hommes politiques qui parlent d'alternance, mais qui en réalité souvent évoquent en sous-main, mais là également nous sommes l'État, nous savons, nous suivons, qui évoquent en sous-main eux également l'insurrection.